Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Jamais 2 sans 3, dit l'adage, et il se vérifie à plusieurs niveaux avec mon invité du jour. Ce n'est pas la première fois que Justine passe sur le podcast, ni la deuxième d'ailleurs, mais bien la troisième. Et pour cause, elle a raconté à mon micro chacune de ses grossesses, chacune de ses naissances. Alors évidemment, nous n'allions pas passer à côté de l'arrivée récente de son troisième enfant. Lorsque nous avons conclu notre deuxième échange début 2022, Justine me disait que c'était terminé pour elle. Elle n'aurait pas de troisième bébé, et même si ça devait se produire, elle était persuadée d'être la maman d'un girls gang only. Et par la force des choses, ce serait une troisième petite fille. Et puis, finalement, Bosco est arrivé à l'été 2023, déjouant toutes les statistiques. Alors comment est-elle passée de never à j'ai besoin de lui ? Comment a-t-elle vécu l'envolée de toutes ces certitudes ? Justine nous raconte tout dans cet ultime épisode. Ultime, vraiment ? Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Justine. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café pour la troisième fois, je pense. Je suis ravie de te recevoir de nouveau pour parler de ta troisième maternité. Mais si jamais il y avait des personnes qui n'avaient pas écouté ni le premier ni le deuxième épisode, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Déjà, il n'est pas trop tard, vous pouvez aller les écouter avant. mais sinon, je m'appelle Justine, je suis la maman de Paula qui va avoir 4 ans en janvier, de Martha qui va avoir 2 ans et de Bosco qui a 2 mois, 2 mois et demi. C'est pas simple de se retrouver. Non, c'est pas simple, ça commence à faire beaucoup. On s'est déjà rencontrés dans la vraie vie et sur podcast. La première fois, tu étais enceinte de Paula, c'était la toute dernière ligne droite, dernier mois, et on avait parlé de ton projet Yogin Mama, de donner accès aux femmes enceintes et aux jeunes mamans à une activité sportive, au yoga, tout ça. Tu te formais justement beaucoup au yoga prénatal, postnatal. On s'est recontacté avec Martha qui est arrivée pour parler de ta dépression pendant la grossesse et aussi de l'arrivée de Martha qui avait été très très magique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Bosco cette fois-ci. Pourquoi je t'ai redemandé ? Parce qu'en fait, je me souviens très bien de cet enregistrement où il y avait Martha qui était toute petite et tu me disais que ton mec était très partant pour en avoir encore plein des enfants, voire 2-3 après, mais que toi, tu sentais que vous étiez au complet. Et il y a autre chose qui m'avait marqué, et c'est assez rigolo, on va en parler, c'est que tu étais persuadée que tu serais une maman de filles, et uniquement de filles. Ce n'est pas le cas. Je vais pas te poser la question traditionnelle de Prenons un café, puisque tu y as déjà répondu, à savoir as-tu toujours désiré être mère ? Mais je vais te poser la question, à partir de quand ? Comment est venu ce désir d'être mère de 3 enfants ? Est-ce que c'est un désir ? Oui, parce que déjà, c'est le seul enfant dont on a vraiment essayé. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de ma maternité que je regarde un calendrier, je dis « Ok, là, je vais ovuler, viens, on fait un enfant ». C'est la première fois. Ah ouais ? Parce que Paula, c'était un petit peu, comme j'avais expliqué, ça arrivait... C'était pas un hasard non plus, parce que voilà, il n'y avait pas de contraception, mais voilà, c'était une belle surprise. Voilà. Martha, deuxième enfant, complètement désiré, mais pareil, c'est arrivé peut-être un peu plus tôt que ce qu'on avait imaginé. Et par contre, là, Bosco, c'était vraiment calculé, quoi. Ah ouais. Comment ça s'est passé Comment t'es passé de « je veux pas d'autres enfants et on est au complet » à en fait, on va planifier d'avoir un 3e enfant. Déjà, comme tu l'as dit, c'était mon mec qui m'a toujours dit « j'aimerais avoir 3 enfants ».
Moi, je rappelle quand même qu'à la base, c'était plutôt 0. Je voulais plutôt 0 enfant. Et puis finalement, un matin, je me suis réveillée. Oh là là, mais j'ai vraiment trop envie de devenir maman. Et puis en fait, un jour, je me suis réveillée. Oh, j'ai trop envie d'avoir un 3e enfant. Comme ça. Comme ça. Mais vraiment, je me souviens clairement avoir eu ce déclic. Je voulais un 3e enfant. Et en fait, ça me rendait malade que ça soit pas déjà le cas, quoi. Vraiment, ça me brûlait les tripes, quoi. Martha avait quel âge à ce moment-là ? Écoute, Martha est née en novembre et c'était à peu près en juin. Donc elle avait pas 1 an. Non, pas 1 an. Pas 1 an. Pas 1 an. Et on s'est dit, on se laisse réfléchir l'été. Mhm. J'étais contente aussi d'avoir un été pas enceinte, on va pas voilà. Et puis en septembre, par contre, là, donc mes tripes brûlaient. Mais là, c'était l'incendie, quoi. Ah ouais. C'était vraiment, il fallait... j'en rêvais, quoi. Tu arrives à trouver une explication rationnelle ou pas, d'ailleurs, à ça ? Franchement, non. Parce que je pense vraiment que c'est quelque chose à l'intérieur de moi. À la base, je voulais pas d'enfants, puis un jour, je me suis réveillée, j'en voulais carrément, puis après, je voulais des enfants rapprochés, et puis là, un 3e, mais non, je pense que c'est mes tripes qui parlaient, quoi. Enfin, c'est mon corps. Ouais. Comment t'as vécu le fait, donc, justement, d'avoir ce désir en toi, mais de pas être enceinte ? Puisque comme avant, c'est arrivé comme ça, et t'as pas eu le temps, finalement, d'avoir une attente. Comment toi, tu vis cette attente, même si je calcule bien, elle n'a pas été si longue que ça, mais comment tu le vis ? Honnêtement, je pense que c'est une des choses qui doit être les plus difficiles sur Terre. J'ai de la chance et pas... Moi, ça dure jamais longtemps. Mais je pense... je vais dire la vérité. En gros, j'ai fait un test de grossesse. Il était négatif. C'était le premier test de grossesse que je faisais. Il était négatif. J'ai pleuré. Et après, je me suis dit... putain, mais... non, c'est que la première fois, quoi. Non, ne pleure pas, c'est que dalle. Mais en fait, je sais pas comment l'expliquer. J'avais ce truc en moi qui me disait... je rêve d'être mère, alors que je l'étais déjà. Mais je rêvais vraiment d'être mère de ce 3e enfant. Et le lendemain, j'ai refait un test et il était positif. Ok. Tu vois ? Ouais. Mais tu vois, moi, je pense vraiment qu'à partir du moment où tu décides d'avoir un enfant, tu es déjà la mère de cet enfant. Que le temps que tu mettes 15 jours pour tomber enceinte ou que tu mettes 6 ans ou 10 ans, que sais-je, je pense que tu es déjà la mère en attente de cet enfant. Parce que tu le veux tellement, il est tellement là que à la seconde où tu te dis c'est parti, c'est maintenant, il faut que ce soit tout de suite parce que c'est inconcevable de devoir attendre. C'est trop long. C'est dur, quoi. C'est sûr, et évidemment, j'ai trouvé ça forcément plus facile de finalement avoir eu Paula, Martha et être tombée enceinte en le voulant, mais sans faire de choses pour, que là, vraiment, tu vois, avoir cette dit, allez, on y va, je sais pas. Ouais. Je pensais que ça allait être plus magique de se dire... c'est génial, quand on va faire l'amour, ça va être pour avoir un enfant, ça va être complètement différent. Finalement, j'ai trouvé que non, c'était plus difficile. Ouais. Oui, parce qu'en fait, tu as cette relation avec ton mec avec un but. Quand tu désires pas d'enfant, c'est juste pour vous faire plaisir, pour kiffer un moment ensemble et tout ça. Et là, en fait, je pense que, en tout cas d'expérience, après je parle pas pour toutes les femmes ou tous les couples, mais que quand t'as ce désir d'enfant, en fait t'as un but qui est autre que se faire plaisir. C'est qu'en fait il faut que le spermatozoïde il aille rencontrer l'ovule, quoi. C'est ça l'objectif de ce rapport sexuel. Ah bah carrément. C'est plus du tout viens on s'aime, viens on se fait des câlins et on se fait du bien. C'est vraiment c'est pas que c'est plus mécanique, mais presque en fait. Je me souviens, j'étais là, coucou, c'est le vent, allez, boum, c'est parti. T'as pas envie, c'est pas grave, on y va quand même. C'est pas grave, c'est maintenant et on va le faire plein de fois. C'est ça, pour maximiser les chances. Ouais, non, mais carrément. Ouais. Tu t'as plus de relations sexuelles de la même façon, quoi. Pour Martha, on en avait parlé, t'avais pas vécu de congé maternité et surtout ta grossesse, elle avait été hyper difficile. Tu n'aimes pas, on rappelle pour les auditeurs et les auditrices, tu n'aimes pas être enceinte. Je déteste, tu peux utiliser le mot. Tu détestes être enceinte, ce qui est assez drôle quand on sait ce que tu fais dans la vie. Mais tu détestes être enceinte. Est-ce que sur cette 3e grossesse, ça s'est passé de la même façon ? Ah oui, j'ai retrouvé exactement
la même chose, quoi. Ouais. Je sais pas si c'était pire, mais c'était aussi profond, aussi intense. Et je suis persuadée que c'était pas lié au fait d'avoir déjà des enfants. Alors, évidemment, il y a plus de fatigue, mais ça n'a rien à voir avec la fatigue. C'est quelque chose à l'intérieur de moi. Ouais. Oui, parce que finalement, quand tu as eu Paula, tu n'avais pas d'autres enfants et tu avais aussi détesté ça. Ouais, alors j'avais pas eu conscience vraiment que j'avais détesté à 100%, parce que y avait ce truc où c'était hyper nouveau, tu vois, tout était nouveau, on prenait vachement soin de moi, mais par contre, là non, ça allait pas. Ouais, ça allait pas. Dès le jour 1, dès le test de grossesse ou... Non, j'ai quand même kiffé le premier jour. Ouais, non, j'étais tellement heureuse en fait de voir, c'était la première fois de voir un test positif et de me dire waouh, je suis enceinte, c'est trop bien. Parce qu'avant, j'avais quand même vu le test de grossesse et je me disais ah, je suis enceinte, c'est la merde. Comme c'était pas attendu, mais là c'était vraiment attendu, donc j'étais vraiment trop contente, mais ouais, c'était peut-être le lendemain. Attends, je me replonge quand même, parce qu'en fait, c'était quand même finalement assez récent. Mais je pense plutôt, c'est pas ça. C'est vraiment à partir du 2e trimestre. C'est-à-dire que le 1er trimestre, alors même qu'il est hyper difficile, et là, il a été extrêmement difficile, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai vomi tous les jours. Alors que ça m'était jamais arrivé, mais je vomissais dans la rue, je vomissais partout, tout le temps. Ah ouais. Et en fait, le 1er trimestre, il n'était pas, psychologiquement intense. J'étais très heureuse, mais c'est à partir du 1er trimestre. Du 2e trimestre, pardon. Comme si, bon, ça y est, t'as fait ton écho, normalement, t'es rassurée, t'es trop contente. Non, moi, j'ai fait mon écho et boum. Ouais. Normalement, c'est vrai que c'est l'inverse. On te dit que les maux du 1er trimestre s'arrêtent et que le 2e trimestre, c'est tu retrouves un peu d'énergie, t'as ton ventre qui arrive, tu commences à sentir ton bébé bouger, donc t'as tout ce qui est fun un petit peu. Toi, c'est complètement l'inverse. Moi, les maux physiques s'arrêtent, mais les maux psychiques, boum. Comment tu vis ça ? Comment je vis ça Tu t'y attendais ? Ouais. Enfin, non, il y a toujours une part de toi qui te dit... Déjà, je me demandais si Martha, c'était pas lié à ma sphère professionnelle du moment, parce que je travaillais beaucoup, voilà, j'avais déjà un enfant. Est-ce que c'était pas juste de la fatigue ? Non, c'était clairement pas juste de la fatigue. J'étais vraiment pas bien psychologiquement, ça allait pas. Donc il y a quand même ce truc où tu te dis, bon bah, peut-être que... Mais non, peut-être que ça va pas du tout, quoi. Non, je m'y attendais... Je savais que ça pouvait être là, mais je pensais pas que ça allait être là. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place ? Est-ce que tu as mis des choses en place, justement, pour aller mieux psychologiquement ? Parce que physiquement, on sait que, bon, voilà, tu es la papesse du game, mais psychologiquement. Psychologiquement, mais j'ai continué, par contre, à me mettre en mouvement, parce que pour moi, c'est vraiment lié, de toute façon, d'avoir... cette façon holistique de voir la vie avec le mouvement, travailler aussi sur le côté, enfin sur l'esprit. Mais donc vraiment, quand je bougeais, il n'y a pas de secret, on le dit, quand tu bouges, tu oublies. Ben moi, j'oubliais vraiment et ça me faisait vraiment du bien. Le problème, c'est quand ça s'arrêtait, tout revenait, quoi. Et forcément, t'es moins bien dans ta tête, t'as moins envie de bouger, c'est un peu un cercle vicieux. Et donc, ce que j'ai mis en place, c'était vraiment... je ne vais pas dire que je me forçais, parce que je ne me suis jamais forcée pour faire du sport, pour bouger, etc. Mais je me disais quand même, là, meuf, il faut que C'était non négociable. C'était pas négociable, parce que je savais que ça allait être pire pour moi, quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place ? Ça. Après... j'ai eu la bonne idée de, pendant ma grossesse, me remettre un charbon total. C'était ma prochaine question. Ouais. En effet, parce que tu parlais justement avec Martha de vie professionnelle intense, tu t'es pas ménagée sur cette grossesse-là, puisqu'on rappelle que quand même, tu as écrit un livre, tu t'es associée, tu as monté le game de ton entreprise qui est arrivé à un autre niveau, tout ça en étant enceinte et en le vivant très très mal.
Ouais. Je sais pas ce que je dois dire. Congratulations. Je sais pas, je vais pleurer. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'était quand même hyper intense cette période-là aussi. D'ailleurs, parce que bon, c'est vrai que t'étais toute seule avant, quand t'as eu Martha, avec tout ce qui était autour du congé maternité et toute ta grossesse, tout ça. Qu'est-ce que ça change de vivre une grossesse où, en fait, au travail, t'as une associée? Alors déjà, pendant la grossesse, moi, je l'ai pas vue, ma grossesse. Ouais. Donc, je peux pas te dire, pendant la grossesse, j'ai ralenti, je l'ai pas vue. Et elle me l'a dit après. Elle me dit, elle m'a pas vue non plus. Ah ouais. Tu vois, moi, je voulais tellement pas, je sais pas, ralentir parce que être enceinte me rendait pas bien dans la tête. Travailler me permettait d'être mieux. Donc, je me suis plongée complètement dans le travail pour essayer d'oublier que j'étais enceinte. Alors même qu'il ne s'est pas passé une minute de ma grossesse où je n'avais pas envie d'être enceinte, où je n'avais pas envie d'avoir un bébé. Mais voilà, moi, c'est vraiment avoir un bébé qui me fait kiffer, c'est pas être enceinte. Mais effectivement, c'est sûr que ça n'a rien à voir d'avoir une équipe, d'avoir encore plus une associée. Ça m'a vachement aidée. Ouais. Je l'ai vue juste un peu trop tard, quoi. Et elle me le répétait, hein, elle m'a pris soin de moi, elle me dit il faut que t'arrêtes. Mais comme je lui disais tout le temps, non, en fait, ça va aller. Et en réalité, on n'avait pas le temps, comme tu l'as dit, on écrivait un livre la nuit, et la journée, on créait l'application Olimama. Et voilà, donc, même si j'avais voulu, j'avais pas d'espace-temps et de bande passante pour le faire. Ouais. Tu vois. Ouais, mais est-ce que justement, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que tu avais aussi besoin de ça pour oublier que tu étais enceinte. Et ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, tu as été tellement claire dès le départ, c'est que ce troisième enfant, tu le voulais, mais tellement, que ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment l'état de grossesse et bien dissocier les deux, que désir d'enfant et mal-être pendant la grossesse, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment des choses complètement différentes, et je pense notamment à toutes les mamans, les futures mamans qui sont enceintes et qui culpabilisent de pas bien vivre leur grossesse. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'amour que tu portes à ton enfant. Ah mais complètement, et ça j'en ai parlé, je me souviens, j'avais écrit un post sur Instagram encore une fois pour cette troisième grossesse, et j'avais reçu des centaines de messages, mais merci, effectivement, j'avais repartagé l'épisode qu'on avait fait ensemble, et moi, ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, ok, je suis pas seule, tu vois. Ouais. Et en même temps, t'as ce côté, moi je culpabilise jamais vraiment, tu vois, j'ai pas de culpabilité maternelle à mon encontre, mais par contre, c'est vrai que je peux culpabiliser, comment dire, par rapport à toutes ces femmes, tu vois, qui rêvent, en fait, de vivre une grossesse. Et il y a toujours ce truc de me dire, putain, mais meuf... c'est quand même ouf de te dire que toi, t'es là, t'es enceinte, ça va pas, alors qu'il y a combien de personnes qui rêveraient d'être à ta place, tu vois. Mais il y a aussi combien de personnes enceintes qui vivent psychologiquement un enfer de se dire je suis une mauvaise personne parce que je suis toute seule à me dire que j'aime pas cet état, et c'est déjà horrible pour son bébé, surtout quand on te rappelle, ton bébé, il ressent tout dans le ventre, blablabla. Oui, mais non. Et il y a aussi, et on en parle peu, mais il y a aussi toutes les grossesses non désirées, de toutes ces femmes qui sont enceintes et qui veulent pas l'être. Et je pense que c'est pas parce que tu n'aimes pas être enceinte, ou que tu es enceinte alors que tu voulais pas l'être, que ça change la vie des femmes qui sont en attente de cette grossesse et qui sont en désir d'enfant depuis tellement longtemps. Je pense que, ça n'a rien à voir, et ça n'apaisera pas leur peine, en fait. Et puis surtout, juste l'état de grossesse, c'est un tel bouleversement, et je pense que hormonalement, il y a quelque chose chez toi. C'est les hormones qui t'emmènent vers un état dépressif. C'est pas un choix. C'est jamais un choix, d'ailleurs, d'être dans un état dit dépressif. C'est qu'on soit en dépression du prénatal ou en postpartum, ou dépression hors grossesse et hors enfant. C'est jamais un choix. C'est comme si on me disait à quelqu'un en bonne santé, tu devrais quand même culpabiliser un peu, il y a des gens qui sont malades, tu vois. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Donc c'est pas parce que c'est dans la tête que c'est volontaire. Et c'est pour ça que culpabiliser sur ces sujets-là, ça a pas tellement de sens, même si on entend beaucoup. C'est fait un effort quand même. Ouais, c'est clair. Mais non. Ouais.
Ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais nous, en fait, de toute façon, ça va rien changer. Ça va rien changer, donc parle-en, dis-le, et même si tu fais du bien à une personne, tu auras fait du bien à une personne. Surtout que tu t'adresses quand même à une communauté de gens concernés. Tout à fait. Dans ton travail et dans tout le contenu que tu produis, c'est quand même uniquement c'est uniquement des mères, des futures mères, enfin quand même. Donc je pense que dire la vérité et de prendre cette parole-là, ça fait du bien aux personnes qui l'entendent et de montrer qu'il y a une diversité dans la maternité et que c'est pas j'ai le glow de grossesse. Et j'ai jamais eu le glow de grossesse. Tu vois, genre les beaux cheveux, les beaux ongles, et puis te promener dans la rue avec tes poussettes et tes hauts talons après, et d'avoir le temps de te maquiller. Enfin, je veux dire, il y a un moment, je pense que la vraie vie, ça fait du bien aussi de la montrer. C'est clair. C'est trop important. Lorsqu'on a enregistré, quand tu venais d'avoir Martha, tu m'as dit « Non, mais moi, de toute façon, je le sais, je le sens, je ne suis qu'une maman de meuf, de girls, de nana. » Quand tu es tombée enceinte de Bosco, est-ce que tu avais, avant de demander le sexe et tout ça, est-ce que tu avais une intuition sur ça? Est-ce que tu imaginais... Persuadée que c'était une fille. C'est vrai. Ah oui. Je persuadée que je ne pouvais avoir que des filles. Et tu as voulu savoir le sexe pendant la grossesse? Oui, j'ai voulu. Je suis pas capable d'attendre. Je suis trop impatiente. Et alors, à l'annonce, qu'est-ce qui se passe? À l'annonce... En fait, de toute façon, je voulais un troisième enfant. Moi, c'était vraiment... je voulais pas un garçon. Et surtout, j'ai bien dit à mon mec, on fait un troisième. On ne fait pas un garçon. Parce que lui avait très envie d'avoir un garçon. Et en fait, j'étais trop contente d'avoir un garçon. Mais je me suis dit, mais c'est fou, j'ai dû régler quelque chose en interne pour réussir à avoir un garçon. Tu crois? Ah oui, c'est sûr. Pourquoi? Parce que je pense que dans l'histoire, et là c'est encore en cours, tu vois, de ma lignée, du transgénérationnel, etc., je pensais vraiment que j'allais avoir que des filles. Et un jour, j'ai fait un soin et j'ai dit ça. Et on m'a dit, tu n'auras pas que des filles. Et là, je me suis dit, d'accord. Effectivement, j'ai pas eu que des filles, puisque j'ai eu un petit garçon. Ouais. Est-ce que c'est différent de se préparer à être maman d'une fille et être maman d'un garçon pour toi? En fait, j'ai tellement occulté ma grossesse que je n'ai même pas pu anticiper toutes ces questions. J'ai pas pu me projeter. Alors déjà, de base, je ne sais pas me projeter. Je déteste. Moi, je vis au jour le jour, dans le moment présent. Ça a énormément d'avantages. Ça doit avoir quelques inconvénients, c'est sûr. Mais ça, je n'arrive pas, tu vois, à me dire... je sais pas le faire. Mon cerveau, je pense, il ne peut pas le faire. Ouais. Tu te projetais pas non plus dans tout ce qui était autour de la naissance? Parce que je sais que pour Martha, t'avais pensé préparer un accouchement physio sur un plateau technique. Là, c'était quoi? Est-ce que t'arrivais quand même à, malgré toute la charge de travail et malgré le fait d'occulter tout ce qu'il y avait autour de la grossesse, est-ce que, en revanche, t'avais une perspective pour la naissance? Alors, je ne voulais pas accoucher dans ma voiture. Ce qui est un bon point parce que ça a failli arriver. Voilà. Donc ça, c'était... Non, après, évidemment, c'est difficile parce que, je le rappelle, pour Martha, j'ai eu une naissance rêvée pour moi. C'était vraiment incroyable. C'était très intense parce que très rapide, mais un rêve. Et t'as toujours ce prisme de se dire, est-ce que ça va être aussi bien? Et ça, c'est vraiment un sujet quand même. Quand... tu vois, entre ma première naissance, la deuxième, la première, assez classique, voilà, péri, accouchement quand même assez rapide, enfin voilà, dans la moyenne des plus totales. C'est plus facile après quand tu as une deuxième naissance rêvée, parce que tu te dis, voilà, c'est super. Et troisième, tu te dis, est-ce que ça va être encore mieux, du coup, si on suit cette chronologie-là? Et j'ai dû faire par contre un travail pour me libérer de ça. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Déjà, j'ai fait un second accompagnement global à la naissance où on a beaucoup discuté, tu vois. Parfois, faire un travail, il suffit pas de grand-chose, c'est juste, ça passe par la discussion. Donc, on en a parlé énormément avec ma sage-femme, de se dire, ça peut être complètement différent, vraiment. Et ça veut pas dire que ça sera moins bien. Ouais. Donc ça, vraiment, on en a beaucoup discuté.
Surtout, j'avais quand même cette sensation que les gens attendaient de moi que j'accouche encore plus rapidement. Quels gens? Quels gens? Mon entourage. Tu sais, on dit facilement ah, mais toi, de toute façon, tu vas accoucher en 1 heure, là, cette fois. Comme si c'était une performance. Ouais. Comme si, ah, mais ouais, j'avais quelque chose à réussir ou à mieux faire. Mais bon. C'est les autres qui te renvoyaient ça ou c'est toi? Ou les deux, peut-être? Les deux, je pense. En fait, moi, c'était plus dans le sens, oh putain, faut pas traîner. Tu vois, c'était... oh putain, ça a duré moins de 2 heures du moment où je me suis réveillée, où j'ai accouché. Donc là, en fait, t'as pas le temps. Ouais. Moi, c'était plutôt dans ce sens-là où, quand même, je me suis formatée à me dire que ça allait être très rapide. Oui, parce qu'on dit que plus tu as d'accouchements, plus c'est rapide. Voilà. Mais on dit aussi que tous les accouchements sont différents. Oui, aussi. Et ça, faut le garder en tête. Ouais. Donc oui, quand même les autres aussi. Ouais. De ce truc-là. Et est-ce que tu as réussi, avant la naissance, à lâcher prise sur ça? Ou c'est vraiment resté jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Ouais. Tu nous racontes la naissance de Bosco? Ouais. Je pense qu'on va comprendre pourquoi. C'est resté jusqu'au bout. Vas-y. Du coup, j'ai décidé de m'arrêter. J'avais un terme prévu 20 juillet. Je me suis arrêtée de travailler fin juin. Ah, une différence quand même, parce qu'à Martha, tu t'étais pas arrêtée et à Paula, je crois pas non plus. Non. Là, tu t'es arrêtée de travailler. Ouais, là, je me suis arrêtée de travailler. Ça m'a fait peur au début parce que je savais pas ce que j'allais faire de ce temps et je pense que je ne savais plus réellement qui j'étais quand je ne travaillais pas. Je ne connaissais pas cette personne en fait, je pense. Sauf qu'au final je me suis arrêtée 4 jours puisque j'ai accouché quelques jours après. Donc voilà. Ouais. C'est tout, je ne le saurais pas. 4 jours. Mais non, parce qu'après il y a eu quand même la suite, t'as pas repris le travail dans ta chambre de maternité. Oui, c'est vrai. Donc oui, j'ai eu ces 4 jours et c'est vrai que j'ai savouré ces 4 jours. Vraiment, ça m'a fait du bien. Je suis persuadée que... bon, je vais aller dans le bon sens, dans le bon ordre. Lundi matin, je me réveille parce que je suis mouillée. Je me suis dit... J'ai un périnée incroyable, je ne me suis pas fait piper dessus, c'est sûr, il est très fonctionnel, il est puissant, il est fort. Je me fais pas pipi dessus, et encore moins en dormant, tu vois. Et là, je me lève et je me dis, ah putain, ça y est, j'ai fissuré. Donc, je réveille mon mec, 6h du mat. J'ai fissuré, vite, dépêche-toi, appelle ton frère. Non, appelle mon frère. C'est mon frère qui devait venir pour garder les enfants un lundi matin, pas ouf non plus pour l'école, etc., mode de garde. J'appelle mon frère à peu près 300 millions de fois. Il ne décroche pas. Oh, mais non. J'appelle ma belle-sœur. Bref, j'appelle tout le monde. Non, je sais pas pourquoi, ça n'a pas fonctionné. Et là, le prisme du « je vais accoucher en 1 heure », il était là plus. Ouais, dans mon salon avec mes enfants. Ouais. Sauf que en fait, j'ai fissuré. Je me suis même pas demandé est-ce que j'ai une contraction. Tu vois, j'ai juste dit j'ai fissuré, point barre. Bref, son frère arrive, il dépose les enfants, et là, moi, je me dépêche pour me laver, etc. Et en fait, je me rends compte qu'une fois tout le monde est parti, il se passe rien, quoi. Mais rien. Quand je te dis rien, c'est rien, quoi. J'ai rien. Je suis en accompagnement global à la naissance, donc voilà, j'ai pas besoin d'aller à la maternité, c'est ma sage-femme qui vient à la maison, comme c'était le cas pour Martha. Et puis elle vient, et puis rien, quoi. Enfin, il se passe rien. Donc elle dit, on attend. Ok. Donc on attend 1 heure. Et elle me dit un truc, elle me dit que... elle me réexplique l'ordre des choses. C'est-à-dire que, voilà, il me semble 12 heures pour aller à la maternité en accompagnement global à la naissance, parce qu'après, c'est déclenchement. Je sors de l'accompagnement global et je dois avoir... Parce qu'il y a des risques d'infection. Voilà, et je dois rentrer en maternité. Là, par contre, moi, sortir de l'accompagnement global, je m'y étais préparée, mais c'est quelque chose que je ne voulais pas vivre, quoi. Parce que ça voulait dire projet... bon, après, c'était tout. Je savais que c'était possible. Sauf que là, les heures tournent, il est midi, donc ça fait déjà 6 heures qu'il ne se passe rien. Pourtant, j'ai tout fait, hein,
J'ai lancé l'appli Olimama, j'ai fait du yoga. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une sieste. Au début, je me disais non, ne fais pas de sieste, il va rien se passer si tu dors. Mais non, dors, c'est important. Donc voilà, et puis il y a Natacha. Je sais pas comment je peux expliquer et parler de Natacha. Une thérapeute avec qui j'ai fait un accompagnement pendant ma grossesse, justement pour travailler quand même sur le transgénérationnel, sur ma lignée, pourquoi j'avais ce rapport au travail. C'est elle qui t'a dit que ça allait être un garçon ? Est-ce que c'est elle qui m'a dit que ça allait... non, parce que j'ai commencé le travail quand je le savais déjà. Ok. Donc voilà, et je sais pas pourquoi, à 6h du matin ce jour-là, elle m'envoie un message, je pense à toi. Et je me dis, écoute, ça reste entre nous, mais j'ai fissuré la poche des os. Voilà, point barre. Allume une bougie, je vais dire. Et elle me renvoie un message à 12h30, un truc comme ça. Je peux passer si besoin. Oula. Et là, moi j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide ou à dire quand ça va pas, ou je réfléchis pas trop, quoi. J'avance juste comme ça. Et là, je lui ai dit, oui, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. En une demi-heure, elle était là. Et en fait, j'avais trop ce truc de... il faut aller vite. Et il fallait qu'elle m'aide, en fait, à me recentrer, à me réancrer au moment présent. Ça, c'était hyper important. Et il y a quelque chose aussi dont je veux parler, parce que c'est important pour moi. Ça reste de l'analyse, mais je suis persuadée que c'est ça. Mon corps ne voulait plus que je sois enceinte. Tu vois, je suis persuadée que lui voulait rester. Vraiment, je suis sûre, lui adorait. Parce que en réalité, je me suis rendu compte que j'étais enceinte réellement, peut-être un mois avant mon accouchement, un mois et demi. J'ai pris soin de cette grossesse. Et donc lui voulait rester. Sauf que mon corps et ma tête n'étaient plus capables, je pense, tu vois, de rester enceinte. Et c'est pour ça que j'ai fissuré et que le travail s'est pas mis en route. Parce que lui, il voulait pas. Tu vois, c'est mon corps qui l'a imposé. Et c'est ok, enfin voilà, mon corps a le droit de parler aussi. C'est pas de ma faute. Et donc j'avais besoin par contre de l'intervention de quelqu'un pour me réaligner avec ça et de me dire... et de le rassurer, en fait, de lui dire ok, c'est maintenant, ça va bien se passer, tu vas voir, c'est aussi bien à l'extérieur. Et donc on a fait ça pendant 1 heure, on a fait la méditation, etc. Elle a claqué la porte et là une contraction, mais là boum, j'ai revécu les premières contractions de Martha. Et là par contre je me suis dit ça va aller très vite. Je savais que ça allait aller très vite. Effectivement, j'ai accouché 1h30 après. Donc finalement un travail encore plus court. T'es partie direct alors Non, j'ai pas... Non, j'ai quand même voulu faire les trucs un peu à ma sauce. Donc je voulais absolument passer du temps dans mon bain chez moi. Donc là, on était à 2 dans le bain. C'était super. Je faisais une chorégraphie, c'est-à-dire debout entre les contractions. Il me massait le bas du ventre très fort pour l'accompagner et lui dire « Tu peux venir, c'est par là la sortie, ça va être super ». Et pendant les contractions, j'étais dans l'eau et il me massait le bas du dos. Apparemment, j'étais assez silencieuse, alors que j'ai l'impression encore de... Parce que pour mon 2e accouchement, je rappelle, j'ai fait trembler les murs, tout mon voisinage était au courant, je pense. Et là, il m'a trouvée très silencieuse, sauf à un moment où il a appelé la sage-femme, il a dit « Il faut qu'on se retrouve parce que ça va être maintenant ». Donc j'ai refait exactement le même scénario à l'envers, dans la voiture, bref... je pensais que ça allait arriver très vite. Je savais que j'étais peut-être à 9 de dilatation. Voilà, je le sentais. Puis je suis arrivée à la maternité. J'ai eu la baignoire, la salle nature, mon plateau technique de rêve. Et là, finalement, ça a duré 30 minutes. Comme l'impression d'avoir besoin de... Je sais pas, de savourer cet instant. Et c'est bizarre de dire, on va me dire, mais elle est complètement dingue. Mais j'ai savouré chaque contraction. Je trouvais ça incroyable. Mais vraiment, c'était la première fois où j'avais vraiment changé mon mindset en me disant, sois fière de ces contractions. Ça peut être ouf, c'est un moment en plus. Et je me disais,
juste waouh, c'est incroyable, je fermais les yeux et je le félicitais, je disais mais Bosco, t'es trop fort, voilà, et j'avais presque envie de lui dire mais viens pas trop vite, quoi, viens, on savoure, c'est génial. Mais bon, il y a un moment où voilà, quoi, et donc il est sorti, moins comme un boulet de canon, tu vois. Martha, elle était sortie, j'avais même pas vu qu'elle était dans l'eau. Là, je l'ai vu, il a pris le temps, il s'est arrêté à la sortie. Il a dit au revoir. Et il a dit au revoir. Dans ma tête, je me suis dit, tu peux attendre un petit peu, j'en sais rien, mais c'est peut-être pas le moment. Je sentais mes lèvres comme des oreilles d'éléphant, et là, je me disais, ok. Mais il a fait le travail tout seul. Je me suis dit, ne pousse pas, laisse-le faire. Et bref, je l'ai retrouvé dans l'eau. Ouais, c'est assez flou. Ouais, et c'est mon mec qui l'a appris. Parce qu'encore une fois, incapable de... Après ça, incapable de bouger, quoi. Juste envie de m'allonger. Et il l'a pris. Ouais. Là, c'était génial. Trop bien. Ouais. Est-ce que, maintenant que tu as l'expérience de plusieurs accouchements, ces accouchements, tu vois, où tu dis que Bosco prenait plus son temps et Martha plus comme un boulet de canon, est-ce que tu trouves que ça ressemble à leur tempérament aujourd'hui ? Ah bah Martha, c'est un boulet de canon. Martha, c'est un vrai boulet de canon. Ouais. Oui, c'est complètement... Dans sa naissance, je la vois, elle, complètement. Ouais. C'est marrant. Ouais. Vous aviez déjà le prénom avant qu'il arrive ? Oui. C'est quoi l'histoire de ce prénom ? Ah, bah ça, c'est Léa. Je pose la question avec une voix innocente sans être très très innocente, j'avoue. Ouais. J'étais enceinte de Martha. Je savais pas encore que c'était une fille et on cherchait des prénoms parce que je partageais un bureau avec Léa tout le monde, coucou. D'où on enregistre aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs. c'est ça. Et je sais pas, elle me dit je te vois trop avec un Bosco, un nom hyper fort comme ça, un peu rital, parce que je suis sicilienne. Je te vois trop. Et là, mais vraiment, j'avais l'impression que je pouvais mourir pour ce prénom. Mais vraiment, je pouvais mourir. Bon, Martha était une fille, donc voilà, c'était pas pour Martha. Et quand on m'a dit que c'était un garçon, moi, dans ma tête, ça ne pouvait pas être autrement. J'étais capable de tout, vraiment. Après, il y a eu tellement de trucs pendant ma grossesse. Mon papa s'appelle Giovanni. Peut-être que Bosco, ça parle de Jean Bosco, mais le vrai prénom de Bosco, c'est Giovanni. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, ça peut pas être un hasard. On s'est fait un petit week-end en amoureux avec mon mec, et là, on arrive en Belgique, dans un centre Thalasso, et là, on voit un énorme édifice Jean Bosco. Là, on se regarde et tout, on se dit, waouh, c'est fou, incroyable. Et il y avait plein de trucs comme ça, et moi, j'étais persuadée, mais lui me disait pas, ok, ça va être Bosco, parce qu'il y a vraiment ce truc de se dire, non, on attend la dernière minute, je vais te faire... je vais te faire, mais comment dire, bouillonner jusqu'au bout avant de te dire, donner satisfaction. Il n'y avait pas de liste, donc c'est ça en fait. Il n'y avait pas d'autre option. Il n'y avait pas d'autre option. Donc voilà, je dis ok, c'est pas Bosco, mais c'est quoi alors ? Mais moi c'était Bosco ou rien. Et voilà, et un jour il m'a dit je suis ok pour Bosco. Et là, mais fou. Franchement, j'avais l'impression de... Je sais pas, je savais que dans mon ventre, c'était... Je sais pas comment expliquer, j'ai jamais eu ça avec les prénoms, parce que déjà, c'est lui qui a choisi Paula et Martha, mais là, tu vois, j'avais ce truc dans les tripes. Je savais que c'était mon Bosco. Je sais pas comment expliquer. Et donc, il arrive, ce Bosco. Toi, le postpartum, c'est une période que tu kiffes. Plus, c'est ta passion. Comment ça se passe alors, le postpartum avec Bosco ? C'est génial. Moi, j'adore le postpartum autant que je déteste la grossesse. En fait, vraiment, c'est... Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que... Je sais pas, je suis passionnée par le postpartum parce que j'ai sûrement appris à comprendre ce qui allait le rendre le plus doux possible. Et je suis persuadée que c'est vraiment tout ce que j'ai mis en place... Après chacun de mes postpartums, on va dire maintenant T'as de l'expérience. J'ai un peu d'expérience. T'as de la bouteille. Et je pense que des trois, c'est lui le plus doux. Ah oui.
Alors que j'ai quand même, je rappelle quand même que j'ai eu 3 enfants en 3 ans et demi. Mais oui, je sais que c'est le plus doux parce que j'ai une rigueur très très forte sur mon mode de vie. Et c'est ça, en fait, pour moi, c'est vraiment été la clé du succès de mon énergie. Ouais. Et aussi, sûrement, parce que je me sens libérée de quelque chose. Mais tu documentes beaucoup ton postpartum, justement, sur Instagram notamment. Je trouve ça hyper chouette parce que je pense que ça peut donner de l'espoir à ces femmes qui, justement, vivent très très mal le postpartum par manque d'information, par manque de préparation. Et parce que peut-être qu'elles sont dans une lutte aussi. Une lutte de... en fait... tu viens d'avoir un bébé et t'essayes de vivre comme si t'en avais pas, comme si ton corps venait pas te donner naissance. En tout cas, moi, après, c'était il y a un moment maintenant, je suis une vieille mère, il y a 6-7 ans, moi, le postpartum a été très dur à cause de ça, parce qu'il n'y avait pas d'information, j'avais pas d'information, on m'en avait pas donné, on m'avait pas accompagnée non plus, et en même temps, j'essayais d'être ce que j'étais avant, ce que je n'étais plus. Parce que la transition à la maternité, le devenir mère, c'est quelque chose que je n'avais pas conscientisé. Et le fait d'en parler comme tu le fais, je pense que ça peut donner espoir aussi. Tu sais que moi, ça me donnerait presque envie d'avoir un enfant alors que je ne veux pas d'enfant. Enfin, tu vois, moi, c'est presque l'inverse. Je voudrais une grossesse parce que j'adore ça. Un postpartum pour voir comment c'est quand c'est bien. Et puis après, je donne, si vous voulez. Prenez. Mais je pense qu'il y a plusieurs phases là-dessus et tu touches un point, c'est qu'il y a 6-7 ans, on n'en parlait pas, on se prenait une claque. Il y a depuis ces 2 dernières années, je vais pas dire qu'on en parle trop, parce que c'est hyper important d'en parler, mais moi j'ai un peu de mal avec l'information qui informe juste. Moi j'ai besoin d'avoir une information et derrière ça, avoir un tips, un conseil. Par exemple, dire le postpartum c'est dur. Ok. Oui, et dans ta tête, ça te met putain, ça va être la merde, je vais trop mal le vivre. Ok. Alors que dire le postpartum, ça peut être dur, mais il y a plein de choses à mettre en place pour que ça soit plus doux. Et ces choses-là sont ta. Tu vois, là je trouve qu'il y a vraiment une grande différence et c'est pour ça que je documente comme tu peux dire, et c'est aussi là où c'est ma raison de vivre et ma raison d'être avec Oli Mama et avec Agathe. On est vachement, mon associée, on est très en cohésion là-dessus, sachant qu'elle adore la grossesse, elle déteste le postpartum et inversement, mais et on s'est dit en fait mais peut-être que si on nous avait dit plus vite, ça peut être difficile, mais il y a ça et ça et ça à mettre en place pour que ça le soit moins. Ça nous aurait peut-être plus aidé, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment ça qui est important pour moi, de partager des choses qui sont... comment dire ? Ce que je mets en place, c'est des choses que la plupart des personnes peut-être peuvent mettre en place dans leur quotidien. Parce que j'essaie, en fait, de montrer que c'est facile. Facile, c'est pas le bon mot. Que c'est possible. Voilà, c'est ça, c'est possible. Que c'est pas linéaire, que parfois tu vas essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas te prendre un mur, mais peut-être que la 4e fois, ça va être mieux, tu vois. Et c'est ça que j'essaie de Mais montrer. je pense que ça s'applique à beaucoup de situations. Bien sûr. D'être déjà dans la prévention, plutôt que dans le colmatage des blessures et des dégâts. Je pense que ça change aussi beaucoup de choses, d'apprendre le temps de réfléchir, de visualiser ce que ça peut être et ce que ça va être pour s'y préparer. La préparation, je pense que c'est très très important. C'est valable dans plein de domaines, notamment je pense à ce qui va être autour de la santé mentale et du devenir mère, par exemple, qui peut arriver comme une déflagration immense quand on n'est pas préparé. Est-ce qu'on peut être préparé un jour à devenir mère ? Je ne sais pas, je pense pas qu'on ait la réponse, mais tu vois, pour le coup, moi j'ai fait une thérapie pendant toute ma grossesse. Et pendant les 9 mois après mon accouchement, les chiffres sont pas hasardeux, je pense, mais je pense que ça m'a aidée à lâcher prise et à devenir la mère que je voulais être, et de pas avoir cette déflagration le jour J, et de peut-être, je pense, après je le saurai jamais, hein, c'est vraiment une supposition, mais je pense que ça m'a sauvée d'une dépression postpartum, parce que j'étais déjà suivie et que j'étais déjà accompagnée et que je savais qu'il y avait certains points où j'étais plus fragile.
La prévention, de manière générale, je pense, est très importante et de savoir qu'il y a des solutions. Tout comme avec la dépression du postpartum, parce que, tu vois, je pense que pendant longtemps, le mot postpartum et le mot dépression du postpartum ont été associés. Moi, je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec ma mère où je lui avais demandé comment elle avait vécu son postpartum. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais fait. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle n'avait pas fait de dépression du postpartum. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Ouais. Je l'entends. C'est vrai. Ouais. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Le postpartum, toutes les personnes qui ont accouché le vivent. À partir du moment où on donne naissance, on est en postpartum et ça dure 3 ans en moyenne. Donc toutes les personnes qui accouchent le vivent. La dépression du postpartum, c'est 20% des personnes qui accouchent qui le vivent. C'est quand même pas la même chose. Il n'empêche que je pense que si même on était prévenu qu'une possible dépression du postpartum pouvait arriver, les dégâts seraient un peu plus, moins en tout cas, moins forts sur ces dépressions du postpartum. Les mères iraient mieux et la société pourrait les soutenir beaucoup mieux. Ce que je veux dire par là, c'est que la prévention et la préparation et le témoignage facilitent grandement les choses et l'écoute de soi aussi. Et je pense que c'est ça aussi que tu transmets beaucoup. C'est l'écoute de soi, c'est important, c'est la priorité numéro 1 et que c'est pas de l'égoïsme et quand bien même ça l'était, c'est nécessaire en fait. Et c'est, je pense, quelque chose qui est primordial à transmettre parce qu'on n'a pas appris, en tout cas nos générations, n'ont pas appris à s'écouter. On n'a pas appris ça, franchement. C'est tais-toi et fonce, serre les dents et t'y vas, mais pour toutes les situations. Et je trouve ça hyper rafraîchissant et hyper... ça donne de l'espoir, en tout cas pour la suite, de voir que les mamans d'aujourd'hui, celles qui deviennent mères aujourd'hui et celles qui deviendront mères demain, elles auront accès à ça. Et elles pourront vivre mieux les choses. Bon, elles sont peut-être confrontées à d'autres choses. On va pas sauver le monde, pardon. Mais et quand bien même que peut-être que si. Et en fait, c'est hyper chouette. Et ça, c'est le témoignage qui le permet. Et au-delà du témoignage, vous avez écrit un livre avec Agathe qui le permet aussi. C'est marrant parce que tu as écrit ce livre sur le postpartum pendant ta grossesse. Ouais. Comment tu as accouché de ce livre pendant ma grossesse Non, l'écriture a peut-être commencé avant. Ouais, parce que j'ai fini... il me semble que j'ai fini l'écriture quand je suis tombée enceinte. Mais près, toi, dans ta vie, le postpartum et les grossesses, ça se chevauche. Oui, je viens à peine de sortir de mon premier postpartum. C'est ça. Mais comme je te disais, pour moi, vivre dans le moment présent, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important. Parce que ça permet de pas trop se projeter. Et quand tu te projettes dans des situations... T'as quand même une chance sur 2 ou même beaucoup moins de risques que ça ne se réalise ou que ça se réalise pas. Sauf que je pars du principe que si tu l'anticipes et tu le projettes, c'est comme si tu l'avais déjà vécu une fois. Alors qu'en fait, peut-être que tu le vivras pas. Donc, il y a vraiment toute cette partie-là aussi que j'ai envie de transmettre. Concernant le livre... on a rencontré beaucoup de femmes qui étaient en postpartum pour se replonger dedans. Moi-même, je me suis replongée dans mon postpartum plutôt immédiat parce que le livre parle du postpartum 0-4 mois. Et on a vraiment... Nous, notre but, c'était que tout le monde puisse kiffer cette période-là. Tu vois, et kiffer... et pimper plutôt cette période-là. Et c'est pour ça qu'on a parlé de pimper. C'est comme la grossesse, voilà. Tu vois, c'est... Tu choisis pas. Voilà, tu choisis pas. Mais, de dire que même si c'est difficile, tu as des ressources pour que ça le soit moins. Tu vois. Après, comment j'ai vécu l'accouchement de ce livre, je vais pas te mentir, on était tellement dans un rush, un jus total, que j'avais l'impression que tout arrivait en même temps, ma grossesse, le livre, l'application. Et est-ce que j'ai pu savourer à ce moment-là ? Non, je savoure maintenant, quand moi-même, je l'ai pris pas à pas pendant mon vrai postpartum, enfin du moins le dernier, tu vois. Et j'ouvrais et je me disais, ah ouais, mais c'est fou, c'est trop vrai en fait. C'est clair, c'est... Ouais, je sais pas comment dire, mais... J'étais très fière de ce qu'on avait écrit parce que c'était notre réalité et notre vérité, tu vois. On n'a pas cherché à être ce qu'on n'était pas, tu vois. Et c'est ce que j'essaie aussi de partager. C'est un livre qui est pour moi hyper authentique
Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est ma vraie vie, quoi. Oui, parce que on parle de tout ce qui est positif en postpartum, mais ça t'empêche pas de partager ce qui l'est moins et les galères et les difficultés, parce que même si tu kiffes le postpartum, il y a des choses qui sont pas de ton fait, enfin notamment je pense au RGO, que tu n'as pas connu sur tes 2 premiers bébés, mais que tu connais aujourd'hui avec Bosco. Ça reste des situations compliquées qui viennent compliquer ton postpartum à un moment. Et en fait, tu le banalises pas. Tu vis avec et tu montres que malgré ça, on peut quand même se trouver des fenêtres. Tu veux nous partager un petit peu ton expérience du RGO ou pas ? Ouais, carrément. Alors, j'ai pas non plus une grande expérience puisque c'est mon seul. Je sais pas pourquoi j'ai toujours dit j'espère que j'aurai pas un bébé RGO. Déjà, j'aime pas ce terme, un bébé RGO, et je l'ai compris quand vraiment j'avais un bébé RGO, du coup. Parce que j'avais vraiment l'impression que ça allait m'enlever, parce que je sais à quel point c'est difficile. Il y a évidemment plein de stades différents du RGO, que les bébés sont tous différents face à ça. Et en fait, je me suis dit, oh là là, mais ça va m'enlever tout ce qui me fait kiffer le postpartum, c'est-à-dire la liberté. C'est ça, pour moi, le postpartum, c'est la liberté. Quand je le dis à des personnes, on me dit, mais t'es folle, c'est tout le contraire. Je dis, non, pour moi, c'est la liberté, je peux faire ce que je veux, aller où je veux, je suis moi-même. Et je me suis dit, oh là là, mais ça va m'enlever tout ça parce que je vais être contrainte d'être avec un bébé qui est pas bien, qui souffre, etc. Et déjà, j'ai réalisé que c'était pas vrai. J'ai réalisé aussi que je voulais pas parler de Bosco comme mon bébé RGO parce qu'il est tellement plus que ça. Enfin, tu vois, oui, c'est sûr, il y a un reflux, mais ça le définit pas. Et tu rentres très vite, même dans un bébé qui a 2 mois. C'est un bébé reflux. Oui, c'est un bébé reflux, mais c'est pas que ça, quoi. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir été très bien entourée et accompagnée. Et ça, je pense que c'est ça qui fait toute la différence. T'as pas eu à te battre pour avoir un diagnostic et pour être entendue ? Non, j'ai eu aussi la chance d'avoir eu Agathe qui a eu 3 bébés qui avaient un reflux. Et elle m'a dit tout de suite. Je pense que Bosco avait 10 jours, elle était à distance. En plus, elle était en vacances. Elle m'a dit, écoute, je pense que Bosco a un reflux. Moi, je voulais peut-être pas l'entendre comme c'était une de mes peurs, entre guillemets. Et je disais, ah bon, mais non, je pense pas. C'est peut-être le trop-plein. Elle me dit, non, je pense qu'il y a un reflux. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai commencé à vraiment, lui, le regarder. Tu vois, vraiment, parfois, je me souviens, je prenais 1 heure et je faisais que le regarder, l'analyser. Après, je me suis dit, ah ouais, c'est clair, je pense, effectivement. Et je suis allée chez la pédiatre parce que c'était le rendez-vous des 10 jours. Et elle m'a tout de suite écoutée et entendue, en fait. Elle m'a dit, oui, je pense que... Ouais, là, il n'y a pas de doute sur ce que vous me racontez. Déjà, quand t'entends un professionnel de santé qui te dit, il n'y a pas de doute sur ce que vous me racontez. Elle l'a pas... Sur le moment, elle ne l'avait pas vu, quoi. Elle n'a pas eu besoin de constater d'elle-même. Tout à fait. Et après, elle a quand même... elle a... Comment t'appelles ça ? Je sais pas. Ausculté. Elle a dit oui. Ce petit bruit, d'ailleurs, vous devez l'entendre en fond. C'est... ça fait partie des bébés à reflux. Moi, ma mission, vraiment, face à ça, c'était de me dire, ok, je vais pimper mon postpartum, malgré tout, parce que c'est mon mode de vie, je fais pas semblant, je suis comme ça. Et je vais essayer de garder tout ce qui a fonctionné pour les 2 précédents postpartum et on va voir ce qui fonctionne. Effectivement, on a dû adapter plein de choses, c'est-à-dire bouger debout, ok, porte-bébé, enfin, tu vois, il y a plein de choses qu'on a dû adapter et ça fonctionne, tu vois, je me sens pas... Évidemment, je pense que c'est plus intense, ce que je vis là, c'est quand même plus intense, mais c'est pas moins bien, quoi. Ouais. C'est fou comme le pouvoir de... Enfin, quand un professionnel de santé t'entend, en fait, et il n'a pas besoin de voir pour t'entendre, ça donne certainement beaucoup plus de confiance en tant que jeune maman. Après, toi, c'est ton 3e bébé, donc tu as déjà acquis aussi pas mal d'expérience. Mais je pense que ça détruit beaucoup de mères, de ne pas être crue.
parce qu'il y en a qui galèrent beaucoup, surtout autour du RGO, qui vont attendre 6 mois, 1 an pour avoir un diagnostic, alors qu'en fait, tout est là. Mais je pense aussi que, tu vois, on parlait de mission de témoignage et de raconter. Je pense que tout ça, ça participe, en fait. Plus les femmes vont parler, plus les parents vont parler, bah même les professionnels de santé seront finalement obligés d'entendre à un moment, en fait. Et que c'est ça qui permet à plein de femmes d'être entendues aujourd'hui, et pas d'être... Parce qu'on dit toujours, enfin, vous écoutez trop, enfin, on dit toujours, on le dit de moins en moins, et c'est chouette quand même, vous écoutez trop votre enfant, non, il a rien, c'est dans votre tête. Et quand bien même c'est dans notre tête, ça veut dire que c'est là, et que ça mérite d'être entendu, et que si, et là je m'adresse vraiment aux auditeuristes, c'est que si vous entendez un jour un professionnel de santé lui dire c'est dans votre tête, mais fuyez en fait, c'est pas vous le problème, c'est lui, ou elle. Parce que un vrai professionnel de santé bienveillant ne vous dira jamais c'est dans votre tête. Il prendra le temps de vous écouter. Et quand bien même c'est dans votre tête, il devra prendre le temps de vous écouter. Parce que si vous en parlez, c'est qu'il y a un moment, c'est une situation de souffrance et de détresse qui mérite d'être entendue en fait. Et ça, c'est trop important. Même si c'est pas ça, même si c'est la mauvaise piste, parce que parfois ça arrive aussi, on croit qu'il y a un truc et puis c'est autre chose. Mais dans tous les cas, on doit être écouté et être aiguillé et être orienté. C'est beaucoup trop important, et je pense que le travail que tu fais, la prévention que tu fais, et tout ça, et tout ce qui existe aujourd'hui, ça participe à ça. Je pense que c'est pas pour rien en tout cas qu'on fait tout ça, et je suis contente pour toi en fait que tu aies eu la possibilité justement d'être entendue. Et est-ce que c'est l'expérience ou est-ce que tu as toujours été très bien entourée aussi, mais savoir bien s'entourer de gens en qui on a confiance, c'est important. J'en parlais dans un autre épisode que j'ai enregistré il n'y a pas très longtemps, qui sera sorti quand celui-là sortira. Enfin, c'est confus dans ma tête, il y a trop d'épisodes. Mais c'est facile pour nous de dire ça parce qu'on habite dans des métropoles, qu'on habite dans des grandes villes où il y a beaucoup de praticiens, et c'est facile. Quand on est dans des déserts médicaux, c'est beaucoup moins simple. Et j'ai conscience du privilège que c'est. Ça devrait pas l'être, hein. C'est pas normal. C'est clair. Mais il n'empêche que c'est un fait, que c'est un cas, enfin c'est vrai aujourd'hui. Mais il y a aussi Internet qui existe. Et il y a des possibilités de consultation à distance si vous ne pouvez pas être vu par un praticien autour de vous parce que vous êtes dans un désert médical, parce que vous habitez dans des zones rurales ou que sais-je. Enfin, il y a plein de raisons. Internet, c'est votre allié pour ça aussi. Et en fait, on peut consulter aussi des praticiens sur Internet. Il y a des applications qui le permettent pour avoir d'autres avis, en fait. Mais de toute façon, je pense juste parler. Pour moi, c'est vraiment au pire, quoi. Au pire, je me trompe. Au pire, je sais pas, j'aurais dit, bon, bah voilà, je pense que Bosco a un reflux. Elles m'auraient entendu, elles m'ont dit, bah voilà. Non, je ne pense pas, mais il y aura peut-être autre chose. Mais au moins, je l'ai dit. Et c'est pour ça, c'était important aussi de le dire sur les réseaux, parce que moi, peut-être que si j'avais pas eu Agathe, j'aurais peut-être jamais vu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je serais juste dit, ah bah non, c'est peut-être juste un bébé qui pleure plus, c'est peut-être juste un bébé qui est inconfortable, qui a des gaz. Non, aussi, j'ai parlé, elle m'a entendu et j'ai écouté aussi. Donc, on a besoin d'avoir l'avis d'un professionnel de santé, etc. On a besoin aussi de se faire confiance en tant que mère. Mais je pense que parler, échanger, communiquer avec n'importe qui, et ben juste là, parfois, ça peut permettre de switcher. Moi, je sais que derrière ça, il y a des personnes qui m'ont dit, bah voilà, je suis allée voir le pédiatre, effectivement, il y avait un reflux, ou alors effectivement, il n'y en a pas, finalement, c'est autre chose, mais au moins, tu vois, il y a eu une discussion. Et je sais que parfois... les réseaux sociaux, il y a toujours un contexte qui est compliqué, difficile. Moi, j'ai choisi de tirer que le positif et de tout ça parce que je suis persuadée que ça aide des gens. Et même si j'ai aidé une personne, j'ai aidé une personne et c'est cool. C'est déjà énorme. Mais sans réseaux sociaux aussi, tu vois, pour donner un autre exemple, pour justement appuyer un petit peu parler aux gens qui sont autour de vous. Il y a des années... j'ai une de mes copines, une très bonne amie d'enfance, qui m'avait parlé des difficultés alimentaires de son enfant. Et je l'avais juste écouté. Je crois même que j'avais pas d'enfant à ce moment-là, ou peut-être, je ne sais plus. Et un jour, j'ai vu je regardais, j'ai toujours été très fan avant, en tout cas, des maternelles. Et il y avait un reportage sur les troubles de l'oralité. Et en fait, juste en regardant ce reportage, ça m'a fait tilt avec ce que ma copine m'avait dit. Et donc, du coup, je lui ai dit, tiens, j'ai vu un truc qui parle de ça.
Et en fait, c'était ça qu'il avait son bébé. Et juste, elle m'en a parlé alors que j'avais pas forcément de solution et que elle avait besoin de sortir le truc. Et ça l'a aidé du coup, et ça les a aidés. Donc juste parler autour de vous, même s'il n'y a pas de solution tout de suite. En fait, sortir les choses, ça fait du bien et c'est nécessaire. Et si parfois, et vraiment, quand tout va bien en fait. Quand tout va bien, tout va bien. Mais ici, il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Les gens vont dire mais qu'est-ce qu'elle raconte cette fille, en fait ce que je veux dire par là c'est que parfois c'est pas le bébé qui va pas bien, c'est la maman. Et en fait c'est aussi important, cette prise en charge là elle est aussi importante. Parfois on voit des choses chez notre enfant qui sont pas du fait de notre enfant. Je pense beaucoup j'en avais discuté avec Élise et Chloé de Mal de Mer et de Maman Blues, qui m'avait dit, et puis aussi dans le cadre du podcast Pass que j'ai fait pour l'OMS, que en fait, il y a beaucoup de mamans en dépression postpartum qui vont beaucoup chez le pédiatre parce que y a toujours un truc qui va pas avec le bébé, mais sauf qu'en fait, c'est pas le bébé qui va pas bien. Mais quand bien même ces signaux-là, il faut les écouter parce que s'il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est qu'il y a un truc à faire pour que ça aille mieux. Et c'est pas juste dire ça va pas bien. C'est pas juste pour pointer, c'est pour trouver des solutions. C'est pour adapter un mode de vie, un fonctionnement à ce qu'on vit actuellement. Donc en fait, en parler, c'est hyper important. Qu'on ait Instagram ou pas, juste en parler à quelqu'un, qui que ce soit, à la PMI, à la maternité, dans vos cercles familiaux, amicaux. À quelqu'un dans la rue, la caissière, le je sais pas, le gardien de l'immeuble, enfin tu vois, j'en sais rien, quelqu'un. Il faut en parler, parce que peut-être que quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'est arrivé et qui vous apportera peut-être la solution et qui vous permettra d'aller mieux en fait, parce que le but de tout ça quand même c'est d'aller bien. On n'est pas ici pour souffrir. Tout à fait. C'est quand même d'aller vraiment vraiment bien. On n'en a pas parlé, mais bon, on va en parler vite fait quand même. Comment les filles ont vécu l'arrivée de leur petit frère ? Franchement, pas mal du tout. Je pense que ça a été plus difficile pour Paula à l'arrivée de Martha. Ouais. Alors que là, Martha avait un peu cette place où elle me partageait déjà avec sa grande sœur. Donc du coup, ça a pas été... j'ai senti... Je sais pas si c'est lié aussi à qui elle est, peut-être, mais j'ai senti moins bouleversée que Paula l'avait été à son arrivée. Ouais. Donc voilà, après ça reste des enfants très jeunes et donc du coup très brutes, mais ça fait partie de la famille nombreuse, je pense. Carrément. Puis t'as donné naissance en plein été. Ouais. Vacances scolaires. Ouais. Ça a été ? Ça a été. Je m'étais toujours dit le postpartum l'hiver, mais c'est vraiment incroyable parce que de toute façon, il n'y a personne qui veut bouger, donc t'es chez toi, il n'y a personne qui va te faire chier, tu dois même pas dire non parce que juste personne bouge. Je me dis, mais là, l'été, les apéros, les trucs, les machins. Et en fait, c'était super parce que le temps a un impact pour moi très fort sur mon bien-être. Ouais. Et bon, il faisait pas toujours beau, on est dans le nord, voilà. Mais je sais pas, te dire que c'était l'été. On a quand même pas mal anticipé le fait que c'était les grandes vacances. Donc voilà, l'aînée Paula au centre aéré au mois de juillet et Martha était toujours chez sa nounou. Voilà. Et un mois d'août tous ensemble. Ouais. Vous êtes partis en vacances ? Ouais, on est partis 3 semaines à 2 heures d'ici. Ouais. 2 heures de chez nous parce que la flemme de faire de la route. Et puis on était très contents de rester dans le coin. Ouais. Et ça s'est super bien passé, honnêtement, parce qu'il n'y avait aucune contrainte. C'est la première fois où j'avais vraiment... comment dire, où non seulement j'étais en postpartum, mais en plus c'était les grandes vacances. Et le fait d'avoir eu une associée, j'ai mis aussi des choses en place à l'intérieur, en interne, pour vraiment réussir à couper. Et ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Ouais.
Et côté sécurité sociale, cette fois, ça s'est mieux passé, le congé mat? Ça s'est mieux passé. Effectivement, ce n'est toujours pas... Mais ça, on pourrait faire un épisode rien que pour ça. Ce n'est toujours pas une réelle solution. Alors, c'est super. Avoir un congé maternité, c'est super. Sauf que c'est un congé maternité qui te permet à peine de prendre quelqu'un pour te remplacer sur peut-être un tiers des heures que toi tu fais. Et après ça, toi, il te reste 0 € pour vivre. Donc, ça demande beaucoup d'anticipation financière, professionnelle. Pour être tout à fait honnête, de vraiment de s'arrêter. Et ça devrait pas être le cas, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, mais ça fait quand même beaucoup de bien d'avoir pu m'arrêter, quoi. J'en avais besoin et à la fois, je brûlais d'envie de revenir. Ouais. Donc, ouais, mais t'es partie pour mieux revenir aussi, peut-être. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu penses, Justine, que nous allons enregistrer un 4e épisode? Pour un 4e enfant, non. Tu me dis c'est la dernière fois, attention. Oui, non. Là, non, parce que j'ai 3 enfants en bas âge. Et que surtout, là, maintenant, mon 4e enfant, ça va être mon couple. C'est vraiment l'objectif, parce qu'on va pas se mentir, évidemment, que le couple, il prend un sacré tarif déjà à l'arrivée d'un enfant, mais encore plus, je pense, quand on enchaîne autant. Ouais. Bien que ça soit complètement voulu, mais là, non, il faut en prendre soin et se rappeler pourquoi on a fait des enfants. Voilà. Donc, non. Ah, peut-être qu'il y aura un autre épisode pour parler de ça. Quoi qu'Agathe le fait bien aussi. Ouais. Vous avez peut-être une belle team. Ouais. Et puis, non, je pense que nous, par contre, les enfants ont renforcé notre amour. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est super. Là, juste, c'est de la logistique qui prend beaucoup de bandes passantes, quoi. Ouais. Mais c'est normal. C'est un temps aussi. C'est un temps, ouais. C'est Putain, dans 5 ans, ça va être incroyable. incroyable. C'est ce que j'allais dire, et là, on me dit que... toujours, oui, mais il y aura d'autres problèmes. Mais merde, laissez-moi, Franchement, non. Enfin, après, moi, on me dit toujours, faut que j'arrête parce qu'à l'adolescence, ça va être l'enfer. Et en fait, je suis pas sûre, en fait, on verra bien. Et puis quand bien même, tu vois. Mais je pense vraiment, pour l'avoir vécu... Après, j'ai pas 3 enfants, donc je sais pas, mais... moi, j'ai vraiment vu la différence en sortie de postpartum. De retrouver ce temps pour moi, déjà, premièrement, pour moi, pour mon entreprise, pour mon couple aussi. Aujourd'hui, c'est comme si j'avais eu l'impression de respirer à nouveau, d'avoir vu cette lumière et dire « Ah, elle est là, elle est plus si loin », et de l'avoir traversée et de revoir les choses sous un jour nouveau. Moi, vraiment, le postpartum, pour moi, c'était un vrai brouillard. Même s'il y a eu de très bons moments, même si, voilà... à plein de raisons. Enfin, j'ai adoré chaque moment de ma fille. J'ai adoré la voir grandir, mais pour rien au monde je reviendrai en arrière. Et encore aujourd'hui. Même si parce que tu vois, elle a 6 ans, donc il y a eu 3 et 3. Moi, je vois vraiment 3 et 3. Même les deuxièmes, enfin, la deuxième moitié, je reviendrai pas en arrière, parce qu'en fait, c'est toujours mieux. Chaque jour qui passe, c'est encore mieux. Il y a des challenges, et je dis pas qu'il y en a pas, parce qu'il y a plein d'étapes. Enfin, tu vois, là, nous, on est en plein dans l'entrée au CP, avec tout ce que ça implique et certaines questions qui viennent. Mais en fait, à chaque fois, c'est génial, et c'est à ce moment-là, je pense qu'on peut prendre le temps et pour voir un petit peu ce qu'Agathe partage et pour en discuter un petit peu avec elle. Je pense que la sortie du postpartum vraiment permet un souffle et un renouveau sur le couple. Je pense que c'est là que ça revient. Moi, il y a quand même juste un message qui est hyper important pour moi et que je veux faire passer. En fait, arrêtez de projeter les gens dans ce qu'ils projettent pas eux-mêmes. C'est-à-dire, là, je l'entends, je le vois tout le temps. Profite parce qu'après, ça va pas être comme ça. Profite parce qu'après... Mais en fait, tu sais pas, en fait. Ouais. On est tellement tous différents. Je sais pas, l'enfer des uns, c'est pas forcément l'enfer des autres. Et puis, est-ce que c'est vraiment l'enfer? Enfin, En fait, je pense qu'on a un peu du mal. Et moi, c'est quelque chose que je crois qu'on a un peu de mal à dire qu'on kiffe. Mais oui, mais... Enfin, moi, je kiffe. Enfin, genre, je kiffe chaque seconde de ma parentalité. Même les moments les plus chiants, je les kiffe, en fait. J'aime ça. J'aime être la maman de mon enfant. J'aime être une mère. J'aime tout ça.
Et je crois que je sais pas si c'est mal vu, en fait, de dire qu'on kiffe et de pas voir nos enfants comme des contraintes. Moi, mon enfant n'a jamais été une contrainte, jamais. Et je me plaindrai jamais, en fait, de quoi que ce soit, parce qu'elle est... Oui, il y a des moments chiants, mais dans ma vie de couple, il y a des moments chiants. Dans ma vie professionnelle, il y a des moments chiants. J'aime pas faire ma compta, par exemple. Il n'empêche que je la fais et que je kiffe ma vie professionnelle, tu vois. Ça n'a rien à voir. Il y a toujours, des moments relous. Quand mon enfant va pas se laver les dents, oui, c'est relou, certes. Mais j'adore ça. Mais t'as l'impression, tu vois, quand on te dit ça, que tu vis en suspens de quelque chose qui va peut-être arriver et qui va être la merde. Ouais. Et ça te met dans un mauvais mood, tu vois, de dire ça, sachant que ça sera peut-être jamais la merde. Comme, pour revenir sur ma situation, dépression prénatale, on me l'a dit, ah bah oui, c'est sûr, l'information de dire peut-être que t'as plus de risques de faire une dépression postpartum. Mais c'est pas systématique. Mais c'est pas systématique. Et ben peut-être que juste le fait de le dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à un moment, tu te dis, t'es dans le mal de te dire... Bah, ah là là, mais c'est vrai, t'y crois, tu vois, parce que l'impact des mots est hyper puissant, tu vois. Là, on me dit tout le temps... Moi, j'adore vraiment le postpartum, je le dis, je mets en place plein de choses pour mon énergie. Évidemment, je suis fatiguée, on va pas se mentir, je suis fatiguée parce que mon aînée, c'est elle qui a toujours quelques soucis avec le sommeil et c'est elle qui me réveille parfois plus la nuit que Bosco. Mais on me dit toujours, je sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais. T'es courageuse, je ne sais pas comment tu fais. Mais en fait, je sais que ça part d'une bonne intention. Mais me dire ça, j'ai l'impression que c'est un ultra-marathon qui m'attend, quoi. Je sais pas comment je fais. Oh, les gens, ils savent pas comment je fais, d'accord. Donc c'est vraiment, ça va être la merde. Mais non, pas du tout. Enfin, juste, je vis au jour le jour. Aujourd'hui, c'est pas la merde. Et point barre. Je me dis pas, peut-être que demain ça sera la merde, peut-être que demain ça sera pas la merde. Non, aujourd'hui. Et puis c'est le principe même de la vie, en fait, d'avoir des moments durs et des moments pas durs. Oui, et c'est pas... on traverse tous ces épreuves, quelles qu'elles soient, dans la vie en général. Et t'imagines si on était tous en train de se dire, ah oui, bah quand ça va arriver, ça va être horrible. Et en attendant, tu fais quoi ? Tu vis pas parce qu'un jour, il y a ça qui va arriver. Et c'est pas parce que c'est dur que c'est moins bien. Ouais. Vraiment. C'est-à-dire que quand tu vas courir, je prends cet exemple, tu vas faire un footing, tu vas courir 30 minutes. Effectivement, c'est plus facile de le faire toute seule. Tu vas faire un footing en poussette, parce que tu peux pas faire autrement. C'est plus difficile, mais c'est pas moins bien, tu vois. Et c'est vraiment ce message-là que je veux faire passer, c'est que, bon, la parole des autres, c'est celle des autres. Et son propre ressenti, c'est le plus important. Et puis, peut-être qu'il faut qu'on arrête d'attendre la perfection pour faire les choses aussi. Ah oui, effectivement. La perfection et la culpabilité maternelle. Ouais. Non, mais tout ça, c'est des fléaux, finalement. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, il n'y a pas besoin de... Puis on fait du mieux qu'on peut. Ah bah carrément. Avec ce qu'on a. Ouais. Merci, Justine. Merci à toi. C'était trop bien, encore. Vivement le prochain, dis donc. Non, c'est bon, j'ai parlé de tout, mais je reviendrai avec plaisir. Écoute, on va se faire un petit rendez-vous rituel. Voilà, tout à fait. Si on veut te retrouver, si on veut te suivre sur les réseaux, si on veut profiter de tout ce que tu fais, par où ça se passe ? Sur mon compte perso, justine.olimama, sur olimama-du-bas. Donc ça, c'est pour les comptes Instagram. Et sinon, on retrouve tous les tips sur l'application Olimama. Super, merci encore. À bientôt. Merci à toi. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 30 juillet, Claude Choco écrivait « Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kid de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. » C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire
Flo Choco. Mille merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.